avec Julie Derry. Vous la reconnaissez peut-être parce qu'elle était avec nous la semaine dernière. On a parlé de chirurgie bariatrique où elle nous a partagé qu'elle a perdu 250 livres. Ça a été fait il y a 16 ans et que je pense aussi le message que tu laissais entrevoir, c'est pas seulement la chirurgie qui a fait tout le travail, mais ta prise en charge. Alors, et la suggestion de Julie, elle dit pourquoi qu'on ne fait pas un Facebook sur les compulsions alimentaires, alors les mangeurs compulsifs. Alors, c'est le sujet d'aujourd'hui. En cours d'émission, ne vous gênez pas d'envoyer vos commentaires ou de noter si ça vous plaît ou pas. Si vous avez des questions, surtout, posez-les assez tôt qu'on puisse y répondre. On a eu beaucoup de commentaires dans la dernière semaine face à ce que nous avons fait la semaine dernière. Alors, c'est un partage avec vous et avec Julie et avec moi, et on va essayer d'apporter un éclaircissement sur les compulsions alimentaires. Julie, tu as eu des compulsions alimentaires, toi? J'en ai eu et parfois, je peux encore en avoir, honnêtement. C'est lorsque je suis fatiguée, lorsque je suis pas planifiée dans mes repas. Souvent, ça coïncide avec le syndrome prémenstruel. J'ai des rages de sucre, là. C'est comme une obsession. Et il faut pas que je prenne la première bouchée ou il faut pas, mais je deviens comme une folle. Je suis capable de sortir de chez moi, m'inventer une commission pour aller grignoter en cachette. C'est tous les comportements qui sont malsains au travers de ça. Ouais, c'est pour ça que je voulais parler avec vous parce que là, il y a l'Halloween qui s'en vient aussi bientôt. Ouais. L'Halloween, les petites palettes de chocolat. Mais tu nous as apporté, je te coupe là, oui. mais tu nous as apporté du Nutella. Oui, bien écoutez… Et tu nous as raconté une histoire sur le Nutella, justement. Ben, en fait, le Nutella, moi, je dis toujours, je suis incapable de résister à un pot de Nutella. Si je l'ouvre puis que je commence à en manger une, je vais finir le pot. Et si je le sais qu'il y a un pot de ça dans ma maison, je vais me lever la nuit, il m'appelle, puis je vais le trouver. J'ai déjà, mes enfants l'avaient caché dans le stock de hockey de mon fils quand il était jeune, puis je l'ai trouvé. Okay. Non, on devient comme une folle. Et puis, même pour vous dire, je l'ai acheté hier soir avant l'émission, je l'ai laissé dans ma voiture pour être certaine de ne pas, cette nuit, avoir, parce qu'on dirait que je ne le sais pas vraiment quand c'est comme quelque chose que j'ai en dedans de moi. Expliquez-moi pourquoi que je suis comme ça, mais c'est vraiment, je peux pas résister à ça quand ça me prend. Il faut que je sois préparée, puis ouais, c'est ça. Et est-ce que c'est le seul aliment que c'est comme ça? Ou... Non. Il y a le Nutella, j'ai emmené en fait les biscuits. Tu sais, les biscuits, y a-t-il vraiment quelqu'un, trempé dans le lait? Y a-t-il vraiment quelqu'un qui en mange juste 2-3? Moi, je suis pas capable. J'en mange 2-3. Une fois, là, je vais juste vous raconter une des pires. J'avais été chez une de mes amies pour passer 24 heures là parce que je voulais travailler sur mon projet tranquille. Puis j'avais emmené mes légumes, j'avais emmené ma bouffe. Tu sais, j'étais sage, là. Bon. Et puis pendant le soir, je me dis, il me semble que Caroline, dans son garde-manger, elle a toujours des bons biscuits pour ses enfants. Je m'en vais, je rouvre le garde-manger, je le vois, la boîte de biscuits est neuve. Je me dis, je vais en prendre juste une, c'est comme une bonne crosseuse, là. J'en prends juste 2-3, puis finalement, je pars, je mange toute la boîte. Là, je me sens coupable. Le lendemain, je pars, je m'en vais en acheter une autre boîte neuve pour pas qu'elle s'en rende compte. Mais croyez-le ou non, j'ai mangé la deuxième boîte que j'avais achetée, fait que ça a fini que j'y ai laissé 5$ dans son garde-manger, puis j'ai dit, écoute, moi, quand je viens chez vous, il ne faut plus que j'aille rien. On est comme dérangé. Je ne sais pas comment l'expliquer. Tu me fais penser aux gens qui nous disent, j'ai pris une brosse hier. Oui, c'est ça. C'est qu'à un moment donné, on ne voit pas le fond, il faut aller au bout. Ça arrête quand ça fait mal. Je ne sais pas. Est-ce que tu te faisais vomir après? Non, jamais. Je n'ai pas été capable de faire ça. Laxatif, faire beaucoup d'exercices après ou quoi? OK. Alors, dans ce cas-là, on va appeler ça une hyperphagie. OK. Hein, je mange beaucoup. C'est ce que ça veut dire, hyperphagie. Et si des gens, en plus, se font après ça vomir, laxatif, beaucoup d'exercices, etc., on va appeler ça une boulimie. OK, moi, avec un comportement pour faire sortir ça. Et c'est la définition même. Puis sinon, si on a beaucoup de nourriture, une bonne brosse alimentaire, on va appeler ça une hyperphagie.
toi, tu as quand même réussi à, bon, avec tout ce que tu as fait, à gérer ça assez bien, parce que tu Oui, ben maintiens c'est de la ton poids. discipline. C'est de la discipline, puis il faut que je sois planifiée, il faut que j'aille mes légumes, il faut il faut que quand ça me pogne, que j'aille des légumes à manger ou même, ça m'arrive moins souvent parce que la planification, et je connais les causes, j'ai des facteurs déclenchants. Si je suis fatiguée, si je suis pas préparée, si je suis choquée, si je suis toute seule, si je m'ennuie. Alors, c'est surtout de ces événements-là que je m'occupe au lieu de m'occuper vraiment de mes compulsions. Parce que si je prends soin de moi puis que je fais ce que j'ai à faire, ben ça m'arrive pas. Mais puis c'est toujours le sucre. Hein? J'en ai des chips, là, mais moi, le sel, là, ça me dit absolument rien. Vraiment. C'est surtout le sucre. Et d'autres, ça pourrait être le D'autres, sel. ça va être le J'ai sel. plusieurs patientes qui, à un moment donné, c'est un problème courant auquel moi je suis confronté depuis bientôt 50 ans en consultation avec Ben oui. surpoids. Je pense qu'il est important, et peut-être on peut donner quelques conseils aux gens, c'est de comprendre pourquoi, tu l'as bien dit, Oui, c'est pourquoi ça. qu'à un moment donné, je n'ai pas de contrôle. Il y a deux grosses causes. Il faut éliminer la première. La première, ce sont les causes physiologiques, les causes physiques. Une fois qu'on a éliminé ça, là, on peut regarder s'il y a des causes psychologiques. Parce qu'un des problèmes dans ça, c'est qu'à chaque fois qu'on est hors contrôle, puis je sentais ça de ta part, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose dans ma tête qui ne marche pas. Ah oui, je me On voit ça reconnais comme pas. psychologique, Oui. émotionnel. C'est pas toujours émotionnel, ou le point de départ n'est pas toujours émotionnel. Et c'est pour ça qu'il faut régler ce qui est physique si on veut être capable de travailler sur l'émotionnel après. OK. Dans les choses physiques, et tu le dis indirectement, la première cause, c'est l'hypoglycémie réactionnelle, c'est-à-dire des baisses de sucre à certains moments de la journée parce qu'il y a un déséquilibre alimentaire. Et ça, dans toutes les enquêtes qu'on fait, on fait un questionnaire, il y a des gens qui nous consultent, qu'on appelle le poids mental. Et la première chose que j'ai découvert en faisant ces évaluations-là de milliers, de milliers, de milliers de personnes, c'est que dans 80% ou plus, l'hyperphagie est présente. Et si on n'enlève pas ça, l'hypoglycémie réactionnelle, qui cause l'hyperphagie. Alors, c'est quoi? C'est des baisses de sucre à certains moments de la journée. Et si on se lève, et souvent les gens mangent très peu le matin, ou si on prend un petit déjeuner très sucré, soit le Nutella, parce qu'il y a du comme il y a aussi pas ça demande de sucre. D'ailleurs, si on regarde dans le sucre, je regarde. Alors, les glucides, 11 grammes par cuillerée à table. Alors, 11 grammes, c'est un petit fruit par cuillère à table. Fait que souvent, je ne pense pas que tu restes juste à une cuillère à table. Jamais. Alors, là, quand on prend un sucre, l'insuline, qui va être sécrétée par notre pancréas, va se mettre à être sécrétée pour digérer le sucre. Le sucre ne peut pas rester élevé dans le sein, fait qu'il faut qu'il aille dans les cellules. L'insuline part pour digérer le sucre dans la cellule. Mais si on a pris juste du sucre, puis rapidement le matin, ben l'insuline va partir rapidement et va nous mettre peut-être vers 11 heures le matin, en fin de journée. Oups, déjà, je commence à avoir des symptômes, un peu de fatigue. Rage de faim, là, je commence à avoir faim, mais plus j'attends, plus ça empire. Irritable, bon, ça c'est assez fréquent. Là, moi, je suis fatigué, ça crée de la fatigue, de l'irritabilité. Changement d'humeur, il y en a qui viennent down, ils viennent dépressifs. Moins bonne concentration, moins bonne. Puis là, c'est encore pas pire parce qu'on va prendre des petits quelque chose, puis souvent, les gens ne mangeaient pas beaucoup non plus de midi, ou plus juste une sandwich avec ou une salade, puis pas beaucoup de protéines dedans. Et là, vers la fin de l'après-midi, c'était à quelle heure, toi, ça arrivait? Vers la fin de la journée, avant le souper. Avant le souper. Avant le souper, ça m'arrivait souvent. Et là, ça frappe plus dur. Et là, en général, on perd de concentration souvent, fatigue, changement dans l'humeur, rage de faim. Des fois, je dis aux gens, c'est plus fort que la police. Alors, tu sais, je veux dire, moi, j'ai vu, je me souviens d'une enseignante, une Française, dans une conférence que je donnais en France, et qui, à un moment donné, a dit aidez-moi, j'ai des compulsions alimentaires. Et mon premier diagnostic, en y posant quelques questions, c'est-à-dire, je pense que tu fais entre autres l'hypoglycémie réactionnaire.
Alors, elle enseignait le matin, elle partait, tu sais, les Français mangent souvent juste un petit croûton de pain, pain café, bon, elle se rendait à l'école. Et là, elle demeurait pas loin de l'école. Fait que sur l'heure du midi, vers 11 heures, elle partait, elle allait chez elle, et elle vivait seule à la maison à ce moment-là, et se cachait dans le petit cubicule, dans la dépense, pour manger, pour pas qu'on la voie, alors qu'il n'y a personne à la maison. Ah, c'est les comportements. Parce que ça, puis là, en regardant puis ces symptômes, là, de fatigue, rage de faim ou fringale incontrôlable, et ça commence d'un coup. On est correct une seconde après et ça survient. Oui. Et elle ne voulait pas admettre que c'était de l'hypoglycémie. Bon, ce qui arrive, c'est que l'hypoglycémie, c'est physique. Donc, il aurait fallu qu'elle prenne plus de protéines le matin, moins de glucides, quitte à se garder une petite collation plutôt protéinée qu'un fruit à 11 heures, là, parce que juste le fruit à 11 heures, ça va être pire après, parce que ça restimule l'insuline. Alors, mais elle ne voulait pas ça, elle voulait que ça soit psychologique. Donc, pour prévenir l'hypoglycémie réactionnelle, il faut prendre régulièrement des protéines au cours de la journée? Tout à fait. Il faut avoir une source de protéines adéquate, là, je dirais aux 4 heures. Il y a des gens, des fois, c'est 3, puis il y en a qui vont faire 5. Ça dépend beaucoup de la génétique, comment ils sont sensibles au métabolisme des sucres. Mais c'est toujours causé par le sucre qui stimule l'insuline. Alors, et le problème aussi, comme elle dans son cas, puis peut-être dans le tien aussi, c'est que quand les neurones, nos cellules du cerveau, ont moins de sucre, c'est le carburant, il va être, tant que la cétose, le gras brûlé ne viendra pas assez vite, ce qui peut prendre 2-3 jours, elle va avoir ces symptômes-là qui sont d'allure psychologique. Là, je suis irritable, je suis en colère, on peut pas nier. etc. Alors là, et après ça rentre une fameuse émotion qui s'appelle, je ne sais pas si tu l'as connue, la culpabilité. Oh mon Dieu Seigneur, oui. Quand on a commencé à faire ça, on s'était levé le matin, non, ça va être bien, bon, aujourd'hui je fais une bonne journée, puis j'ai encore perdu le contrôle à 11 heures ou à 4 heures l'après-midi, la fameuse culpabilité. Et là, on ne sait plus qu'est-ce qui a entraîné quoi, parce que plus qu'on se sent coupable, c'est notre faute, j'aurais pas dû, j'ai appris une bonne résolution, je ne voulais plus faire ça. Alors, ça, les causes physiques, c'est vraiment éliminé. Après ça, on pourra voir s'il reste encore des hyperphagies, des pertes de contrôle, on pourra travailler sur les émotions. Mais c'est vraiment... Et tu l'as dit, tantôt, tu as parlé du sucre, donc qui est responsable des baisses de sucre? Dans les familles de diabétiques, c'est plus fréquent. Souvent, la gestion des sucres demande d'être plus rapprochée. Alors, il y a des facteurs... Diabétiques de type A ou de type B, quand vous parlez de famille? De type 2. De type 2. Le type 1, c'est plus rare, c'est des jeunes, en général, en bas de 20 ans. On ne connaît pas vraiment la cause de ce diabète. Heureusement, c'est moins de 10% des diabétiques, mais on a une épidémie de diabète type 2 causée par l'excès de poids. On ne serait pas diabétique, même si on a une tendance génétique, si on était au poids santé, mais si on ne l'est pas, on va l'être. Alors, dans les hypoglycémies réactionnelles, ce qui est important, c'est qu'il y a aussi beaucoup de médicaments qui font qu'on va faire des hyperphagies, des pertes de contrôle alimentaire plus fréquentes. Dont qu'on oublie souvent chez la femme, la pilule anticonceptionnelle. Ah oui? Les anovulaires. Et je ne sais pas si tu en prenais à ce moment-là ou non. Alors, c'est une cause très fréquente et ça dit que ça rapproche les périodes. Des fois, ça peut être 2h30 entre 2 repas qu'on a encore faim. Les antidépresseurs, toute la médication antidépresseur, ça aussi, ça favorise l'hyperphagie parce que on a notre baisse de sucre arrive plus tôt. Des antipsychotiques, alors il y a beaucoup de médicaments, même les médicaments pour les allergies, les antihistaminiques. On ne sait pas, ces choses-là. Et il faut justement un petit peu s'analyser et essayer de comprendre. Alors, les hypoglycémies réactionnelles, c'est probablement le facteur. Et le deuxième facteur, tu l'as bien nommé, c'est la fatigue. Ah oui, décidément. Décidément. Moi, quand je suis fatiguée, le sucre m'appelle, puis fatiguée ou contrariée aussi, là. Des émotions vives, en fait, là. C'est deux choses différentes. La fatigue, puis des émotions vives, mais là, c'est les émotions, c'est la deuxième cause plus tard. Dans les causes physiologiques, la fatigue, c'est souvent le manque de sommeil. Oui. Est-ce que toi, tu dormais suffisamment?
Ben, si je fais un lien, c'est sûr que ça m'arrive quand je dors pas assez, que je vois un rapport le lendemain avec une rage de compulsion. Oui, c'est sûr. Il Combien faut, d'heures que tu ben dors? moi, en fait, je suis vraiment très, très disciplinée. Ça, c'est drôle que vous me parliez de ça parce que je commence à travailler à 5h30 le matin. Alors Ouais, moi, c'est c'est tôt. le soir, puis il faut que je me lève à 4h, là, 3h30, 4h du matin. Alors moi, à 7h30 le soir, je suis couchée. OK. C'est plate pour ma vie sociale, là, mais c'est comme ça. Puis OK. si je déroge un peu, Ça te fait un 7-8 je heures. traîne mon fardeau tout le reste de la journée. J'ai vraiment de la misère. Alors moi, pour régler ça, mais c'est vraiment, en fait, vous me dites, c'est vrai que ça a un rapport avec la compulsion alimentaire parce que je m'en rends compte là, en vous parlant, parce que moi, je le fais pour être en forme, mais ça l'a, ouais, effectivement, le sommeil, ouais. Pour les adolescents aussi, pour tout le monde, les gens ne dorment pas comme avant non plus. Malheureusement, Mm. quand je demande en conférence, levez vos mains, ceux qui dorment, mettons, 7-8 heures par jour, c'est pas la majorité. Wow. Quand je demande 6 heures, whoop, il y a encore beaucoup de mains. 5 heures, 4 heures, il y a encore des mains qui se lèvent, qui dorment 4 heures au moins par jour. Et c'est un problème parce que si on est fatigué, c'est une fatigue physique, quand on mange, surtout des glucides, des sucres, ça donne un petit regain Ouais, ça ne dure d'énergie. pas longtemps. C'est ça, et on dit aux enfants un sugar rush, là, Ouais. je veux dire, ça donne un coup de sucre. Mm. Et on est plus confortable, qu'on va peut-être leur faire 2 heures après parce que ça nous donne un peu plus d'énergie. Alors, ça, le traitement de ça, c'est Le le sommeil, la sommeil. Et planification. il faut se garder du temps pour le sommeil. Toi, tu te couches plus tôt parce que tu te lèves très tôt, c'est parfait. Mais il faut se réserver ce temps-là parce que si tu te couches à 10 heures ou 11 heures le soir puis tu te lèves à 3 Ah heures, non, 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 ça ne fonctionne pas. et c'est encore, c'est physique et on n'aura pas de solution à ça. Alors, tant que il faut dormir. Mais quand vous parlez là, des facteurs physiques, mais les facteurs émotifs, ça veut dire que quelqu'un qui fait vraiment attention, attention à sa glycémie, attention à tout, il se trouve-tu à être presque à l'abri des rages de compulsion alimentaire ou il peut en avoir quand même d'ordre émotif, comme vous parliez? Tout à fait. Je veux dire, parce que comme on disait tantôt, on peut avoir un déclencheur physique. Là, tu sais, mon taux de sucre est trop bas, ben, j'ai plus trop de sucre, puis c'est Oui, trop long c'est à entre deux cause de repas. Ou je manque de sommeil, bon, etc. Je prends des médicaments qui favorisent ça, bon, ben, ça l'est. La douleur aussi, c'est un autre facteur physique qui est responsable. Et ça très démotivant hein, quand on est souffrant, que ce soit la période prémenstruelle ou une souffrance physique quelconque. Alors ça, c'est des déclencheurs. Et il y en a aussi qui ont l'impression de toujours avoir faim. Ils ont un malaise dans l'estomac. Mais ce qui est intéressant, c'est parce qu'ils ont faim, ils mangent, puis une demi-heure après, il y a encore faim. Règle générale, ce ne sera pas l'hypoglycémie parce qu'ils n'auront pas les autres symptômes. Ils n'auront pas l'irritabilité, le changement dans l'humeur, la fatigue. Mais j'ai l'impression d'avoir faim. C'est juste qu'il y a une irritation à l'estomac. Et si on prend un médicament pour ça, on peut consulter le médecin. Souvent, ça va soulager. Et on contrôle mieux après ça son hyperphagie. Parce que quand on mange et qu'on est irrité dans l'estomac, ça neutralise l'acidité. Elle rentre dans ce qu'on mange et ça neutralise. Mais ça arrive à l'occasion, aussi comme avec les douleurs. Après ça, si on n'a rien de ça, là, on regarde est-ce que, bon, j'ai bien mangé, je ne suis pas en hypoglycémie, je suis reposé, j'ai encore des hyperphagies. Mais voyez, docteur Larocque, là, je vous arrête, OK, parce que je vous écoute parler, puis je suis certaine qu'il y a plein de gens à la maison. La dernière émission qu'on a faite, je vous ai dit que c'était important de consulter quelqu'un qui était qualifié. Hein? Toutes les choses que vous nous abordez là, ce pas des choses que le médecin de famille souvent va aborder avec une personne qui arrive qui est en surpoids. Tandis que quand on va voir quelqu'un comme vous êtes capable de nous expliquer des causes simples, compréhensibles, qu'on peut éliminer des fois ces facteurs-là. Parce que souvent, moi, je sais que mes crises de compulsion alimentaire, j'étais convaincue que c'était juste à cause que j'avais une partie de ma tête qui était folle. Bon, tu sais, moi, face au Nutella, je suis une débile, OK? Mais quand on jase avec vous, on dirait que ça l'enlève un peu de la culpabilité, puis on se sent un peu mieux, moins coupable. Là, il reste les émotions à gérer à ça. Ça, c'est une autre affaire. Mais j'aime ton commentaire parce qu'il est très pertinent. J'ai vu à travers des années je suis certaine. tout ça de comme tu vois, un directeur d'hôpital en France, la même chose, qui, à un moment donné,
Il ne voulait pas que ce soit l'hypoglycémie. Il détestait son travail. Quand il rentrait à 4-5 heures le soir, il était épuisé, etc. Mais son épuisement venait de ça. Il ne voulait pas l'accepter. On a presque eu une bataille incomprise. Mais pourquoi les gens ne veulent pas accepter que leur cause, ça serait une hypoglycémie? Parce que ça les oblige à prendre soin? Ça les oblige à se responsabiliser? Je pense que c'est la difficulté, parce que quand le taux de sucre diminue, les neurones, comme je l'expliquais tantôt, fonctionnent moins bien et ça donne des symptômes d'allure psychologique. Et après ça, avec la culpabilité qui suit, comme peut-être tu as eu aussi, dire, ben j'aurais pas dû, puis je voulais, puis j'ai pas réussi à le faire, je suis bien nounoun. Et ça peut conduire à la dépression, ça. Ça peut conduire à la dépression. De là, la femme qui arrive ou l'homme qui arrive dans le bureau de son médecin de famille avec une dépression, qui se fait prescrire des antidépresseurs, ça va pas si bien. on écoute ce que vous venez de parler, cas, non, mais comprenez-vous, c'est là que moi, ça me jette un peu par terre. Ils vont faire plus d'hyperphagie, plus de contrôle alimentaire. Ils vont grossir. Ils vont grossir, ils vont se détester davantage, puis on essaie de donner un médicament qui est souvent pas très efficace. On a fait il y a 3 semaines justement un Facebook sur la prise d'antidépresseurs. Et c'est une arme à 2 tranchants. Oui, ça peut être utile dans certains cas, mais peut-être pas autant. Mais il y avait d'ailleurs, je ne sais pas si tu as vu hier à la TV, il y a eu un journaliste qui a fait une enquête et il a réussi à avoir des antidépresseurs après 2-3 minutes de consultation avec un médecin qu'il ne connaissait pas. Mais ça, vous, docteur, je vais vous laisser parler des antidépresseurs parce que moi, ma position ne me permet pas de me prononcer là-dessus parce que je pourrais me faire poursuivre ou me faire smasher. Parce que, non, mais vraiment, on ne peut pas dire, moi, j'ai des clientes que je ne peux pas... ne serait-ce que remettre en cause leur prise d'antidépresseurs. Oui, je comprends ce que parce que je leur dis, non, moi, je ne m'embarque pas là-dedans, va voir ton médecin et je les réfère. Parce qu'il faut faire attention, on ne peut pas arrêter si on n'est pas qualifié. Moi, jamais je pourrais dire à une de mes clientes, ben c'est à cause de ça, le médecin me l'a dit, puis regarde, arrête ça demain matin, puis va en paix, tout est beau. Alors, c'est pour ça que je vous laisse la parole, parce que vous savez de quoi vous parlez, vous êtes médecin. Oui, mais tu as raison aussi, même moi, certains patients, c'est pas moi qui l'ai prescrit, mettons, puis il y a une dépendance physique à ces médicaments-là, antidépresseurs et autres, mais il y a aussi une dépendance psychologique. Alors, si j'ai l'impression que je suis mieux, parce qu'ils sont rarement très bien, mais que je suis mieux à cause de ça, on ne peut pas m'enlever ça. Mais est-ce que c'est l'effet qu'on appelle placebo ou c'est l'effet réel? Alors, il faut évaluer ça. Puis normalement, ça devrait se faire avec le médecin qui l'a prescrit. Puis si vous pensez que ça cause d'hyperphagie, puis il y a d'autres symptômes, bien, parlez-en au médecin. Puis, mais c'est vrai qu'il n'y a pas beaucoup d'aide de ce côté-là. Moi, j'ai écrit plusieurs livres. Je recommande peut-être quelques-uns parce que, bon, c'est comme ça d'ailleurs qu'on s'était connus. Alors, le dernier, c'est l'obésité n'est pas une maladie. Dans Motivation minceur, que les gens peuvent avoir dans la boutique de Clinique Motivation Minceur. Ils peuvent le télécharger et il y a toutes les explications justement un peu de ce qu'on parle ce matin. Mais j'en avais une question pour vous justement. Vous dites que l'obésité n'est pas une maladie. Est-ce que la compulsion alimentaire et l'hyperphagie, entre autres, est une maladie selon vous? Je dirais que non. Dans certains cas, si on parle d'anorexie, par exemple, si on parle même de la boulimie avec des vomissements ou etc., c'est beaucoup plus facile à gérer. Moi, j'encourage les gens, oui, ça se fait, puis c'est plus facile que vous pensez. C'est pas parce qu'on se fait vomir que c'est grave. Pour une personne obèse, pour une personne qui a un problème de poids. Si on est très bien, si on se fait vomir, on parle d'anorexie, boulimie avec anorexie, ça, c'est une maladie mentale. Et il faut vraiment chercher la compétence de gens très compétents dans ce domaine-là. C'est d'autres choses. Mais une hyperphagie, pour une personne qui a un problème de poids, ça se règle beaucoup plus facilement. Et juste en parlant de ce qu'on vient de faire, un petit peu des causes physiques, puis comme je vous disais, Motivation minceur le livre, puis aussi l'obésité n'est pas une maladie, vous allez retrouver beaucoup de choses qui vont vous aider à bien comprendre ça. Après ça, là, on rentre dans la gestion des émotions. Comment on fait pour gérer les émotions? Parce que les émotions sont spontanées. Oui, tout à fait. Moi, j'appelle ça automatique. Ils sont spontanés. Tu as totalement raison. Moi, j'utilise beaucoup ce qu'on appelle la thérapie cognitive. C'est une école de pensée en psychologie où on explique le comportement humain d'une façon très, très facile. 4 étapes.
C'est tout. A, B, C, D. A, on vit quelque chose, un événement. Il y a quelque chose qui se passe dans ta vie, au travail, à la maison, des amis, le conjoint, peu importe. On vit quelque chose. La deuxième étape, le B, c'est je me dis quelque chose face à ça. Ouais, ça, c'est La perception. La perception, ma pensée. Là. Je me dis, puis les gens d'ailleurs, quand on les écoute, je me suis dit que il n'aurait pas dû me faire ça. J'aurais dû être capable de contrôler mon hyperphagie. Je me dis quelque chose. Quand je me dis quelque chose, la troisième étape, je vais ressentir automatiquement, spontanément, comme tu as bien dit, une émotion. C'est relié. C'est relié. La pensée. C'est relié. Et puis, ça peut être causé même par la pensée? C'est la pensée qui cause l'émotion. Ouais. OK. Ouais, je suis. Puis, on pourrait faire une petite aparté après là-dessus. Et cette émotion-là, mettons qu'on parle du Nutella tantôt, et là, tu as dû vivre, tu nous as dit, oui, peut-être la culpabilité après avoir pris une brosse au Nutella. Si l'émotion qui s'ensuit est intense, tu sais, on peut avoir des petites émotions, on peut avoir des grandes émotions. Si l'émotion est intense, que tu ressens une émotion, on ne peut pas discuter ça, on ne peut pas juger ça. Tu l'as dit, c'est spontané, c'est automatique. Bouf, je ressens quelque chose. Ouais, j'aime pas ça. J'aime pas ça être en colère, j'aime pas ça être coupable, j'aime pas ça être dépressif. Et là, si l'intensité est grosse, ça va amener un comportement compensatoire. Celui qui fume, il va fumer plus. Mais si l'émotion est grosse, il va consommer plus d'alcool, fumer plus, manger plus. L'intensité de la brosse, que ce soit exactement, c'est fou. Et si on sait que quelqu'un a eu une grosse brosse de Nutella, qu'est-ce qu'il a vécu ces jours-ci, aujourd'hui, hier? Et là, tu vas retrouver probablement des événements et des choses que tu as mal réagi. Tu sais, qui ont amené des peines, qui ont amené des émotions désagréables. Et ça, les deux. Et si tu dis, ben là, j'étais capable de ne pas manger mon Nutella ou pas manger ou pas boire, etc., ça veut dire que l'émotion était plus petite. C'est intéressant. Et ça fait que c'est intéressant et c'est, j'ai le goût de dire, facile. Mais c'est facile en autant qu'on en est conscient. Qu'on comprend. Autrement dit, votre première, l'événement, on n'a pas de contrôle là-dessus. Non. On a un contrôle sur le deuxième, par exemple, sur la perception, sur qu'est-ce qu'on se dit. Oui, c'est juste là qu'on a un contrôle. Oui, parce que l'autre est causé à cause du deuxième. Là, c'est automatique. Ça veut dire qu'il faut juste changer sa manière de voir les choses. Voilà, c'est juste ça. Parce que le comportement, et moi j'ai pu identifier, c'est quand les gens nous disent je me sens coupable, plus que 7 sur 10, 7, 8, 9 sur 10. Combien votre ça c'est à 10 sur 10, ça c'est à 7. Quand c'est en bas de 7, 5, 4, 3, on voit que le comportement, on ne voit pas une grosse hyperphagie, puis peut-être qu'on est capable d'aller marcher ou faire d'autres choses. Mais quand on arrive à 7 et plus sur 10, juste en demandant aux gens, comment vous la sentez? Là, le comportement qu'on a adopté pour compenser, pour geler l'émotion, alors que ce soit la drogue, la cigarette, l'alcool, la bouffe, le sucre, la cyberaddiction. Ah ben oui, ben là, on peut... Toutes les addictions, c'est des comportements qui nous font comme remplir le vide émotif, qui nous gèlent pour pas, comme l'antidépresseur peut faire, ou un autre médicament, ou l'alcool va faire. Mais ça veut dire que dans le pratico-pratique, là, admettons que moi, j'arrive chez moi ce soir, là, puis que mon fils, là, il m'énerve, là. Il m'énerve. Bon, j'ai une réaction. Ouais. Admettons que j'ai une émotion qui monte... Tu es énervé, tu es en colère contre lui. Que je suis en colère, puis que là, mon réflexe à moi, c'est d'aller manger du Nutella. Ouais. C'est où dans ma tête qu'il faut que je mette le pied sur le break, puis rendu là, comment je fais là? Je compte des moutons dans ma tête ou parce que, tu sais, il faut quelque chose de pratique, là. Oui. Alors, même si on le sait. OK. Là, la première chose à faire, tu dis, je suis énervé. On reconnaît. On peut commencer à dire, j'ai le goût de manger beaucoup, là. Ouais, mais c'est pas tout à fait ça. Je peux-tu attendre 2-3 minutes puis avant de commencer? Ouais. Pourquoi? Parce que je suis énervé. Je suis énervé à combien? Chiffré, c'est bien ça. 9 sur 10. OK, ouais. Bon, ben là, mon secret, je dis aux gens, vous n'avez pas des problèmes avec la nourriture, l'alcool, la cigarette, vous avez des problèmes avec les émotions. Ouais. Fait que, bon, ben là, tu es énervé. Là, l'urgence, puis sinon, on l'apprendra après avoir consommé, puis fait ça. Mais la prochaine fois, quand mon fils va m'énerver encore, comment je devrais réagir? Puisque manger, ça n'a pas rien changé, ça m'a rendu plus coupable après, puis ça a créé un autre cercle vicieux. Ouais. Fait que là, c'est vraiment de ramener ça. Dire, bon, là, je suis en colère. Bon, ma colère, mais
pourquoi je me rends en colère? Bon, je sais pas, il est rentré tard, il n'a pas Oui, fait oui, ci, oui, il oui. n'a pas fait ça. Il aurait dû faire ci, il aurait dû faire ça. Hum, Est-ce que c'est une pensée qui tient compte de la réalité quand on dit à quelqu'un, il aurait dû me respecter? hum. Non, mais en fait, ce que je comprends, Je c'est que non. te pose une question. Oui, oui. Devant ton fils, par exemple, là, puis il Oui. l'a probablement déjà fait, qu'est-ce que tu te dis dans ta tête qui te rend en Ben, colère? il aurait dû. Il aurait dû. Il aurait dû. OK. Il aurait dû, il était supposé, il fallait, il me l'avait dit. OK. C'est ça. Et c'est ces mots-là qui sont importants. Il aurait dû, il On n'est pas dans fallait, le présent. etc. Oui, oui, dans le présent, c'est ta pensée présente. Il aurait dû faire ça, puis il aurait dû m'écouter. Bon. Est-ce que c'est une pensée qui tient compte de la réalité? Il aurait dû. C'est-à-dire que quand tu dis ça, tu as une exigence. Oui, une attente. Une exigence, j'exige que mon fils m'écoute. Bon, est-ce que ça tient compte de la planète? Est-ce qu'il y a des fils qui n'écoutent pas leurs parents? Est-ce qu'il y a des enfants menteurs? Est-ce qu'il y a des enfants qui abusent de leurs parents? Est-ce qu'il y a des... Oui. Oui, effectivement. Je suis obligé d'accepter que j'aimerais mieux qu'ils m'écoutent. Il serait préférable, tu sais, on a une préférence. C'est-à-dire, idéalement, mon enfant devrait... Mais est-ce que l'idéal existe? Non, je pense pas. Donc, j'ai un enfant qui écoute. Ça. Ben oui, parce que là, j'aimerais mieux qu'il écoute parce que je pense que ce que je dis, c'est la bonne chose. Puis peut-être c'est vrai que c'est la bonne chose. Mais lui, est-ce qu'il a le droit de ne pas penser de la même façon? Ben, il prend ce droit-là. Est-ce qu'il y aura des conséquences? Parce que ben, peut-être. Mais la réalité, c'est quoi? Ben, c'est ça. La réalité, c'est que c'est moi qui ai pogné avec l'émotion, puis c'est moi qu'il faut qu'il deal avec. Alors, qu'est-ce que tu pourrais dire face à ton fils qui t'irrite, là? Ah ben là, écoutez, là, je pourrais dire que, premièrement, me calmer, prendre un pas de recul, puis m'analyser, ça, j'aime beaucoup ça, puis essayer de trouver une manière de gérer ça, parce que c'est ma responsabilité. Il manque quelque chose, c'est ta responsabilité, mais au lieu de dire, il aurait dû m'écouter. Qu'est-ce que tu vas te dire? Ben là, vous me posez une colle, là, je ne sais pas. Alors, j'aurais préféré qu'il m'écoute. OK, oui. Des fois, une phrase qui est dépanneur, il serait préférable que mon fils m'écoute tout le temps. OK. Mais ça arrive pas. Mon fils, c'est pas moi, puis moi, je suis pas mon fils. Non. Ça y appartient. S'il arrive des conséquences, ben, il vivra avec. Mais là, on parle de la gestion des émotions, puis votre 4 points, là, je vais le retenir, c'est sûr, sur ça. Est-ce qu'on a une responsabilité comme parents aussi d'enseigner à nos enfants à ne pas, parce que c'était une des questions que je voulais vous demander aussi, c'est que la compulsion alimentaire, oui, on autre les problèmes physiques, mais on vient dans notre famille, notre environnement. Il faut habituer nos enfants à poser des questions comme ça. Tu vois ce que je t'arrête tout de suite. Tu viens de dire, il faut habituer nos enfants à répondre de la façon que je pense qu'ils devraient répondre. Non, mais à leur enseigner à se poser des bonnes questions. OK. Quand ils vivent des émotions, quand nos enfants vivent des émotions? Ben, je ne sais pas quel âge a ton fils, mais il y a 18 ans. Là. OK, parce que j'ai fait des programmes pour ados. J'ai fait 2 livres pour ados, justement, où on explique l'ABCD. J'ai un programme sonore qui s'appelle C'est ton choix, où justement, on explique pour les ados ABCD. Quand tu dis il faut que j'enseigne à mon fils, moi, j'ai beaucoup de difficultés à entendre ça. D'abord, tu n'as pas d'obligation. Tu dis, je vais faire mon possible. Je me sens comme une mère bizarre, là. Ben là, je vais. Il est préférable que je vous écoute comme il faut. Oui, et que tu écoutes ton fils aussi. Oui, vous avez raison. C'est-à-dire qu'il serait préférable qu'il m'écoute parce que je pense que j'ai raison. Ça, c'est correct, mais il y a 18 ans aujourd'hui, puis même quand il en avait 12, 13 ou 14, c'est son choix. Tu ne peux pas obliger quelqu'un. Non. Je pense que je suis une bonne mère, je suis un bon parent, donc il faut qu'il fasse ça. Moi, j'ai beaucoup de difficultés à ça parce que je ne suis pas sûr que tous les parents, quand ils pensent bien enseigner, enseignent bien. Ah ben non, définitivement. On fait toutes nos erreurs, là. Ça, c'est sûr. Alors, je n'ai pas dit que j'étais une mère parfaite non plus. Non, mais moi, je me fie aussi beaucoup à ce que les gens me disent. Ouais. Des fois, je pense, je dis, heureusement que vous n'avez pas écouté parce que je pense que ce n'est pas la bonne façon. Parce que, tu sais, l'idéalisme, la perfection des exigences, nos enfants prennent ça de nos parents, des parents. Oui, bien, c'est ça. Et dans le questionnaire postmental qu'on fait passer là, d'une dizaine de minutes à nos patients,
sur le plan psychologique, le défaut numéro 1 qui sort, ça s'appelle le perfectionnisme. Ah ouais. Les exigences que j'ai vis-à-vis de l'autre, ça peut être au travail, à la maison, vis-à-vis de mon enfant, mais parce que j'ai raison, là, mais quand on regarde ces exigences-là, c'est un défaut d'abord parce que ça conduit au burn-out, ça conduit à l'épuisement. Ouais. Ou on ne fait pas rien. Aux colères continuelles, ou on ne fonce pas parce que, etc. Fait que c'est paralysant. Parce qu'on peut avoir raison, mais on ne peut pas l'obliger à l'autre. On peut lui dire, regarde, moi, je pense que comme parent, tu devrais faire ça. Mais après ça, l'enfant fait. Et il va apprendre comme vous avez appris. Ouais. Alors, le parent, à un moment donné, est-ce qu'on doit donner un bon message, mais on ne peut pas imposer le message. C'est vrai. Puis si on l'impose, bon, on n'est pas sûr qu'on. Oui, l'exemple, c'est bien important. On n'est pas sûr qu'on a la vérité non plus. Là. Tu sais, je veux dire, parce que le perfectionnisme qu'on a dans notre société qui conduit à des burn-out, c'est incroyable. Puis tous les autres problèmes, peur du succès, peur de l'échec, je ne fonce pas, culpabilité énorme. Tu sais, je veux dire, c'est l'émotion la plus fréquente puis la plus incapacitante, handicapante. Alors, parce qu'on s'est mis des exigences, il faut que je sois parfait. Mais non, fais ton possible. Là, puis si tu penses que c'est ça, vas-y. Puis apprends tes erreurs. C'est pour ça que je disais souvent, j'ai fait la formation de 1000 médecins en France, puis je disais très, très fort, je criais dans la salle, des fois il y avait 60 ou 100 personnes. Les erreurs, c'est des merveilleuses opportunités pour s'améliorer. Si on ne fait pas d'erreurs, on ne peut pas apprendre. On a appris à marcher en tombant, on a appris à jouer au golf en pratiquant, en frappant mal. Tout ce qu'on sait faire, c'est comme ça. Alors, et ça, c'est un des problèmes de notre société, des exigences. Et si tu regardes ça, tu vas pouvoir probablement souvent te rendre compte. Ah ben oui. Et là, il faut éliminer les causes physiques. Puis après ça, les causes psychologiques. Pour le sucre, c'est l'Halloween qui s'en vient. Là. Il va y avoir une abondance de sucre. Comment vous conseillez les enfants? Je sais que moi, quand j'étais jeune, on n'avait pas de sucre à la maison. Mon père avait décidé là, que les gâteaux d'anniversaire, c'était juste pour les anniversaires. On n'avait pas de dessert sucré. Le Nutella, on avait ça pour Pâques. Puis là, je ne veux pas dire que je ne veux pas taper sur la tête de mon père, là, mais c'était comme ça. Est-ce que c'est mieux de laisser aller les enfants comme qu'ils veulent en manger ou comment on éduque nos enfants face aux produits qui sont sucrés comme ça devant un enfant qui mange, là, tu sais, puis qui se garoche dans le sucre quand il y en a? Mais je pense je pense que tu dois donner un enseignement, parler avec l'enfant, tu sais, lui faire réaliser, je pense que le sucre que tu prends, ça me semble trop. Parce que, tu sais, entre trop et en prendre un petit peu, ça peut être correct d'en prendre d'une façon modérée. Le problème, c'est d'en prendre trop tout le temps. Okay. Alors là, c'est toute la communication, mais en même temps, c'est un échange. Si l'enfant mange trop de sucre, puis il ne se sent pas bien après, etc., regarde, là, il y a une cause puis une conséquence. Si tu n'es pas bien, mais la prochaine fois, il faudra peut-être en prendre moins. Alors, il faut expliquer, mais ça, de dire une fois, ça fait partie d'un processus qui commence peut-être dès la naissance. Ouais. Je veux dire, c'est pas quelque chose qu'à 13 ans, on va dire à l'enfant, mais là, tu ne manges plus de sucre, là, puis écoute-moi maintenant. Alors, l'exemple qu'on a pu donner, etc. Alors, et si l'enfant en prend, puis s'il se rend malade, il prend du poids ou d'autres choses, on dit, regarde, c'est peut-être la conséquence. Moi, je t'avais dit de ne pas le faire, j'ai respecté ton choix. On peut respecter le choix tant que ça ne met pas sa vie en danger. Là. C'est ça. Alors, c'est sûr que la ligne qu'on va suivre quand on fait l'éducation d'un enfant, c'est tous des cas particuliers. Moi, je ne crois pas qu'on peut donner une recette pour tout le monde. Non. Mais c'est beaucoup de la communication, faire confiance à l'enfant, puis plus jeune qu'on pense. Il ne faut pas attendre à 20 ans avant de penser qu'on va leur faire confiance. Non. Et qui apprennent de leurs erreurs, même s'ils ont 6 ans, 7 ans, 8 ans. Là. Je veux dire, si ce n'est pas dangereux, ils vont se rendre compte que le choix qu'ils ont fait n'est pas le bon. Et c'est correct, tu avais le droit de ne pas en faire un bon. Maintenant, qu'est-ce que tu as le goût de faire? Alors, la communication, c'est le secret. Les connaissances aussi, parce que j'ai dans ma tête encore vos quatre ABCD. Et puis, je me rends compte qu'on a le temps, parce que moi, les fois où j'ai compulsé après avoir vécu une grosse émotion, ça ne s'est pas fait tout de suite après, là.
il peut avoir un délai d'une journée ou, tu sais, il peut avoir, bon, mais je peux me responsabiliser aussi en me faisant une trousse d'urgence, tu sais, en me faisant un plan, parce que je le sais éventuellement que je vais vivre d'autres émotions fortes comme ça. Donc, si je veux changer ma perception et puis si je veux changer le comportement qui vient avec cette perception-là, ben, il faut que je me fasse un plan. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais me faire couler un bain, je vais prendre soin de moi, je vais aller prendre une marche. Il faut que déjà que ça soit planifié. Comme ça, on est moins dans le néant. Oui, mais si tu es capable le plus vite possible, si c'est, tu sais, moi, des fois, je vois des gens qui entrent dans mon cabinet abattus, dépressifs, puis qui sortent 20 minutes ou 30 minutes après avec un beau sourire. J'ai vu des gens avec des idées suicidaires entrer puis sortir avec un sourire où la tempête est passée. C'est ça que le plus tôt. Où c'est le plus difficile, c'est dans la colère. La colère, il y a une période de latence où il faut attendre qu'elle passe avant de pouvoir faire quelque chose. Mais toutes les autres émotions, culpabilité, dépression, anxiété, on peut intervenir rapidement. C'est l'idéal, parce qu'après ça, tu n'auras même pas besoin d'aller faire ton jogging ou pas, ou prendre ton spa, ou faire ta relaxation. Mais c'est bien tout ça, là. Je veux dire, oui, non, je comprends. Mais le plus vite qu'on peut diminuer l'intensité en changeant notre façon de voir ça, en admettant que, bon, je ne suis pas parfait, lui non plus, puis, tu sais, on fait toute partie du cheminement de la vie sur la planète. Alors, le temps est déjà passé. Ça passe vite. Et bien, merci. Puis on espère avoir vos commentaires. Ne vous gênez pas entre-temps parce qu'on se revoit peut-être bientôt dans un autre Facebook en direct. Ciao. Merci, Julie. Merci à vous.